bienvenue dans l'Africa Newsroom. Aujourd'hui, deuxième volet de notre thématique de la semaine dédiée aux réformes envisagées au sein de l'Union africaine. Notre dossier du jour sera consacré aujourd'hui aux défis de l'intégration économique et politique. Mais avant cela, l'actualité avec au programme le lancement en Guinée d'une nouvelle force politique, une force de l'opposition. Son nom, le Front pour l'alternance démocratique. Dans l'actualité également au Burkina Faso, les députés ont adopté le projet de loi sur l'allègement des conditions d'exécution du programme de partenariat public-privé pour la réalisation des travaux. Un texte qui divise toujours au sein de la classe politique. Et pour débattre de cette actualité, nos invités, M. Yamboulia Ousmane Dipama, secrétaire général adjoint du Mouvement du Peuple pour le Progrès en France, le MPP, parti au pouvoir au Burkina Faso. Bienvenue. Merci. Bonsoir. Sur ce plateau également, Jean-Marie Bitomo, notre éditorialiste. Bienvenue Jean-Marie. Bonsoir Zara et bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Et il nous rejoindra un peu plus tard dans cette émission Seydou Kanté, directeur de l'Institut africain de géopolitique et de géostratégie. Sans plus tarder, l'info du jour. Trois partis de l'opposition guinéenne s'unissent, l'Union des forces du changement, le parti Rassemblement pour le développement intégré de la Guinée et ainsi que les nouvelles forces démocratiques lancent le Front pour l'alternance démocratique, c'est donc son nom. Et pour eux, l'Union fera la force aux prochaines échéances électorales. Reportage signé Emmanuel Milimono. Anciens alliés du parti du chef de file de l'opposition, les leaders Aboubacar Silla de l'Union des forces du changement, Jean-Marc Teliano du parti du Rassemblement pour le développement intégré de la Guinée RDIG et Mokhtar Diallo des nouvelles forces démocratiques ont décidé de créer une nouvelle alliance au sein de l'opposition. Le Front de l'alternance démocratique est désormais la nouvelle bannière sous laquelle ils participeront aux prochaines consultations électorales. Nous avons décidé ensemble de mettre en commun nos moyens pour non seulement aller ensemble aux prochaines consultations électorales, mais pour défendre ensemble aussi les valeurs auxquelles nous croyons. La signature du protocole d'accord de cette nouvelle alliance électorale a eu lieu ce jeudi 29 juin 2017 au siège de l'Union des forces du changement. Les trois membres revendiquent néanmoins leur appartenance à la grande famille de l'opposition républicaine. Il s'agit tout simplement d'une alliance, d'un front de partis politiques qui ont décidé de prendre leur destin en main, qui ont décidé de s'assumer, qui ont décidé de marquer leurs différences par rapport à d'autres et de ne pas épouser systématiquement les points de vue ou les positions qui sont exprimées par tel ou tel parti politique. Cette nouvelle alliance composée de trois partis politiques sera dirigée par celui qui est jusque-là le porte-parole de l'opposition républicaine, Aboubacar Silla, président de l'Union des forces du changement UFC. Ses membres entendent se soutenir mutuellement lors des prochaines élections locales, législatives et présidentielles en vue. Yamboulia Ousmane Dipama, la naissance de cette alliance, c'est une volonté, je rappelle, pour Aboubacar Silla, Jean-Marc Teliano et Boubacar Diallo de se distancer de l'UFDG de Cellou Dalein Diallo. Oui, c'est ce qui est affirmé en tout cas dans le reportage, mais c'est le constat également que tous les partis politiques de l'opposition souvent sont dans des regroupements électoralistes pour le plus souvent. Ce sont des alliances qui sont fragiles, qui sont souvent liées aux intérêts, en tout cas, des partis. Et puis, dans ces regroupements de partis, souvent, on a des partis politiques qui ont des divergences de vues, qui n'épousent pas forcément. Oui, moi, je trouve que c'est peut-être une bonne idée s'ils arrivent à s'émanciper, mais c'est quand même dommage pour quand même la démocratie en Afrique de façon générale, parce qu'on a une pléthore de partis politiques, on a des visions, des partis qui ne peuvent même pas, chez nous, on dit, remplir une cabine téléphonique, juste parce qu'ils ont ce bagou, ils ont cette visibilité médiatique pour pouvoir en tout cas faire du front. Mais dans le cas guinéen, je ne pourrais pas trop me prononcer, mais c'est quand même dommage que l'opposition ne puisse pas s'unir pour une fois pour aller de commun accord vers les élections. Alors, au-delà des élections législatives de 2018, Jean-Marie, c'est vraiment la perspective de la présidentielle qui se ressent à travers la création de ce front. Alors, qui pour incarner peut-être une candidature unique qui va émaner
de cette alliance? J'ose espérer que nous aurons une candidature unique. Comme notre invité l'a souligné tout à l'heure, en Afrique, c'est-à-dire les partis politiques sont disséminés, si vous voulez, sur tout le territoire. Quand vous regardez un peu la scène politique africaine, vous vous retrouvez avec des pays dans lesquels vous avez 200 partis politiques. Qu'est-ce que vous allez faire avec 200 partis politiques? C'est-à-dire pratiquement, ça devient inaudible. Mais tout simplement, pourquoi? Parce que les gens y vont par la politique du ventre en tant que tel. Moi, ces exemples-là, nous les avons déjà vus en Afrique. Tout ce que j'ose espérer là-dessus, c'est que ça fera tache d'huile et que ça durera tout simplement, que ce ne soit pas un épiphénomène en tant que tel. Ça va être un émiettement de l'opposition, parce que d'un côté, on risque d'avoir l'UFDG de Cellou Dalein Diallo et puis l'autre, cette alliance démocratique. Mais les gens veulent se démarquer de la Zara tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça augure peut-être ce que j'ose espérer, c'est-à-dire une structuration du champ politique africain en tant que tel. C'est-à-dire que les partis se regroupent et que ces partis-là soient audibles, qu'il y ait une lisibilité, qu'il y ait une visibilité et une lisibilité, et qu'on ait un programme commun qui puisse permettre aux électeurs de faire un choix qui soit un choix démocratique en tant que tel. Parce que la plupart du temps, nos partis d'opposition se plaignent que, oui, bon, les résultats sont truqués, les scrutins ne se déroulent pas de manière, si vous voulez, claire, mais il faut d'abord que les acteurs politiques de notre scène politique africaine, globalement, il y a quelques exceptions. Le Ghana, j'en ai parlé ici, là, il y a l'autre jour, il y a quelques exceptions. À part le Ghana, bon, vous avez quelques pays, mais en dehors de ça, vous n'avez pas un programme sur lequel on donne une lisibilité aux électeurs, leur disant que, bon, voilà, par rapport à ce que le parti au pouvoir vous propose, voilà ce que nous vous proposons. Donc, tout ce que je peux souhaiter là-dessus, c'est qu'on puisse avoir un programme clair là-dessus. Et ça a contribué, excusez-moi Zara, pour stabiliser la démocratie dans nos États. Ça, c'est important. Au lieu qu'on ait des gens qui aient, je ne sais pas moi, un parti politique avec 10, 15 adhérents, ainsi de suite. Bon, c'est un peu désordre. Après, les gens de l'opposition vont se plaindre que oui, les gens qui sont en place trichent les élections, font ceci, font cela. Il faut d'abord structurer, c'est-à-dire sa force, sachant très très bien qu'on va aller à une bataille qui est relativement rude parce qu'en face, on a l'avantage des moyens. Monsieur Dipama, on a là Aboubacar Silla, Jean-Marc Teliano et Mouktar Diallo sont quand même des personnalités très fortes de l'opposition guinéenne. Est-ce qu'il y a un risque de dissension, une crise peut-être de leadership entre ces trois hommes? Oui, mais c'est clairement une politique politicienne, j'allais dire. C'est un problème de leadership. C'est vrai que ce sont des personnalités fortes, mais au-delà de ces personnalités fortes, en fait, et c'est ça souvent le problème aussi de plein de partis politiques en Afrique, c'est que le parti repose sur l'individu en tant que tel. Il y a peu de partis qui peuvent survivre au-delà de leur leader naturel ou de leur fondateur. Donc même si c'est moi, ce que je retiens, c'est que ces trois personnalités également, c'est grâce à ce front commun là qu'ils ont pu avoir accès à l'Assemblée nationale. Ça veut dire quelque part que c'était... Donc pour ce qui est des législatives, c'est plutôt une bonne chose. En revanche, pour la présidentielle, ça risque d'être un petit peu compliqué. Même pour les législatives et les communales, on ne sait pas. De toute façon, la politique aussi africaine, au communal, au niveau local, c'est pas lié forcément au parti politique en tant que tel. Même si ces personnalités passent par un parti politique, c'est déjà le leadership incarné au niveau de cette proximité avec la population. Donc au niveau communal, je ne saurais pas dire. Mais au niveau des législatives, ça c'est sûr que c'était des partis qui étaient quand même des appendices de l'opposition, si on peut se permettre un tout petit peu. Donc quelque part, c'est quand même déplorable que l'opposition puisse s'émietter sur des problèmes de leadership, parce que c'était quand même un des porte-parole de ce front-là, s'émietter sur des problèmes de leadership. Ça fait que le bonheur, en tout cas, du parti au pouvoir, et puis on espère qu'il y aura une visibilité clairement avec ce nouveau front-là. Alors, autre actualité au Burkina Faso, les députés ont adopté le projet de loi sur l'allègement des conditions d'exécution du programme de partenariat public-privé pour la réalisation des travaux publics. Un vote à l'unanimité. L'opposition, vous le savez, a quitté la salle avant le vote de cette législation très controversée, comme vous allez le voir dans ce reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Au Burkina Faso, la loi portant allègement des conditions d'exécution du programme de projet partenariat public-privé a été votée à la majorité des 76 députés présents sur les 127 que compte l'Assemblée nationale ce lundi 3 juillet 2017. Une proposition gouvernementale passée comme une lettre à la poste et qui vient, selon le camp du parti au pouvoir, confirmer la pertinence de son adoption. Le texte, formulé autour d'une dizaine d'articles, permettra dès sa promulgation de répondre dans l'urgence aux besoins d'investissement. 38 projets sont concernés et devront être soumis à la procédure de contractualisation
par entente directe. En dépit de progrès incontestables, le Burkina Faso reste confronté à des défis majeurs dans le domaine du social, des infrastructures, de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, qui se traduisent par des besoins importants d'investissement pour réduire de manière significative et durable la pauvreté. Dans un contexte de baisse de l'aide publique au développement et de faiblesse des ressources propres, le PPP se présente comme une alternative de mobilisation de l'expertise et des ressources financières pour la réalisation du programme d'investissement de l'État. Face à un projet qu'ils ont qualifié d'être porté à dessein, les députés de l'opposition, pour l'une des rares fois, ont déserté l'Assemblée dès l'ouverture des débats. Ils estiment que le texte tel que conçu fait table rase des principes réglementaires et ne vise qu'à légaliser la corruption. 2 000 à 7 000 milliards seront mobilisés selon l'opposition pour couvrir la totalité des investissements. Si on doit, parallèlement au budget de l'État qui nécessite une grande mobilisation de ressources, autoriser qu'un ministre ou un président d'institution s'asseye dans son bureau, il appelle un partenaire, privé soit-il, pour lui passer par entente directe un contrat de 200 milliards, 300 milliards, alors s'il vous plaît, nous sommes persuadés qu'il y a péril en la demeure. Pas plus tard que le vendredi 30 juin 2017, l'opposition avait menacé de descendre dans la rue si la loi venait à être votée. Pour sa part, le président de l'Assemblée nationale, Salifou Diallo, a rassuré l'opinion quant à la légitimité de la loi, qui selon lui se veut une réponse à la lutte contre la pauvreté et surtout l'amélioration des conditions de vie des Burkinabés. Yamboulia Ousmane Dipama, je rappelle que vous êtes le secrétaire général adjoint du MPP, France, oui. le parti au pouvoir au Burkina Faso. Oui. Ce texte a donc été adopté par 76 députés qui sont restés, les autres de l'opposition sont partis. Quelle légitimité accorder à ce texte quand on sait qu'il a été adopté finalement que par les seuls députés de la majorité, le MPP notamment? Non, mais c'est vrai que moi je vous remercie de me donner l'opportunité de parler de ce sujet. En termes de légitimité, de toute façon, ça a été adopté par la majorité. Après, ces députés pouvaient être absents ou pas. Ça a été adopté par la majorité des députés. Le fond du problème n'est peut-être pas la légitimité donc de ce projet de loi, mais c'est plutôt le débat de fond que ce projet. Le débat, et maintenant le débat de fond, voilà, c'est dit que malheureusement, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que on a une possibilité d'ouverture de débat démocratique au sein de l'Assemblée nationale, donc la meilleure manière de l'opposition, en tout cas, était fondamentalement peut-être de participer au débat, de trouver des amendements donc à ce projet de loi, parce que c'est pas parce qu'elle est votée qu'on ne peut pas avoir des amendements là-dessus. C'est pas pour autant que en fait c'est une démocratie où on propose des lois et c'est voté techniquement comme ça. Moi, je pense plutôt que l'opposition. Moi, j'étais content quand l'opposition commençait à monter au créneau en disant que, en fait, c'est un projet de loi qui peut être décrié et autres. Après, si le projet de loi est décrié, il faudrait peut-être s'asseoir et poser le débat de fond et savoir si véritablement. Mais le fait de l'avoir voté, ça ne laisse pas beaucoup de place au débat. Mais avant de voter une loi, je crois qu'il y a un débat en amont. Et ce débat en amont, là, c'est ce débat-là où l'opposition pouvait participer pour consolider ou en tout cas trouver des écueils à ce projet de loi, parce que c'était un projet de loi qui devait être voté, trouver des écueils et quelque part maintenant que ce soit amendé à la majorité avec forcément des écueils. Moi, simplement ce que j'aimerais dire, c'est qu'il y a un amalgame en fait que les députés de l'opposition sont en train de faire. C'est-à-dire que les conditions d'allègement pour passer des procédures de marché. Oui, je vais juste. Non, mais parce que en fait, ce sur quoi ils se sont appuyés pour quitter l'Assemblée nationale, c'est un amalgame. C'est quelque part, ils se disent, ils disent, et c'est ce qui est dit d'ailleurs, c'est que c'est la porte ouverte à la corruption. Je crois qu'il y a suffisamment... On va juste tenter d'expliquer un petit peu les enjeux de ce texte. Ouais. Est-ce que le vote de ce projet marque la fin des appels d'offres pour les marchés publics, Jean-Marie? Je ne sais pas ce qui se passe, je ne peux pas me prononcer si vous voulez, parce que je n'ai pas lu le projet de loi, c'est-à-dire dans son détail. L'objectif est louable, Zahra, c'est-à-dire dans la situation qui nous concerne, pouvoir attirer les investissements par les appels d'offres. Vous avez l'objectif et vous avez les modalités internes de fonctionnement, si vous voulez, de cette loi-là. Notre invité tout à l'heure a parlé des amendements.
Ces amendements-là, j'espère bien qu'ils auront lieu, tout simplement. Pourquoi? Parce que sur ce plateau, je n'ai cessé de le louer, si vous voulez. Quand vous allez au Burkina Faso, le Burkina, c'est le peuple intègre, donc à partir de là, dès l'instant, ce sont des gens qui sont battus énormément. Donc à partir de là, le Burkinabé est maintenant relativement mûr pour la discussion parlementaire en tant que telle. Dès l'instant que vous avez une petite anicroche qui arrive, si vous voulez, sur la scène politique aujourd'hui, vous êtes sûr que l'opposition va se lever. De mon point de vue, nous connaissons tous, il ne faut pas que nous nous voilons la face, nous connaissons tous l'état de la gestion des finances publiques en Afrique. Je ne peux pas comprendre qu'on parte d'un appel, c'est-à-dire d'une modalité d'appel d'offres public, comme on dit, appel d'offres public, c'est-à-dire on va prendre le mieux disant en tant que tel. Et que tout à coup on nous dise que bon, chaque ministre, d'après ce que j'ai compris dans le reportage, chaque ministre est capable de pouvoir appeler une entreprise et de passer un contrat, comme on dit, de gré à gré en tant que tel, sans qu'il y ait une compétition à côté. Là, je trouve que c'est dangereux pour nos États, tout simplement. Pourquoi? Si on regarde par rapport aux investissements, déjà les fonds, nous n'en avons pas. Si ces fonds-là sont encore détournés au détriment, comment dirais-je, des investissements en tant que tel et au détriment du bien-être de la population, je me dis là-dessus. Je comprends un peu la position de l'opposition parce que les Burkinabés se sont battus pendant X temps, toutes ces dernières années-ci, pour faire fonctionner la justice chez eux en tant que telle. J'aimerais bien que le président actuel aille jusqu'au bout là-dessus. Mais c'est là où je voulais en venir, oui. Monsieur Dipama, la crainte de l'opposition. Donc l'opposition qui craint que les marchés soient attribués à des proches du parti, donc le MPP. C'est quand même un risque avéré. Oui, non, c'est pas un risque avéré parce que déjà, c'est pas la fin des marchés publics puisque la commande publique ne répond pas à un système de partenariat. Non, appel d'offres publics. Appel d'offres publics. Ça n'a rien à voir avec les marchés publics en tant que tel, mais ce sont les appels d'offres qui sont projetés. Ça n'a rien à voir avec les appels d'offres de marché public, comme vous le dites, parce que c'est un nouveau type de financement où nous avons des partenaires privés qui souhaitent investir dans le pays. L'État n'ayant pas sa capacité, l'État ne pouvant pas se reposer uniquement sur, notamment ces bailleurs institutionnels qui sont l'Union européenne et autres, pour financer ces projets de développement. Donc, en fait, le partenariat public-privé, c'est quand même une sorte de négociation, c'est une sorte d'entente directe. Non, je suis d'accord avec vous, cher. Oui, mais c'est pour ça que je ne suis pas d'accord tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est pas les 3 PP, c'est-à-dire partenariat public-privé. C'est-à-dire c'est une modalité bien à part. D'accord. Elle ne remet pas en cause, comment dirais-je, la commande publique en tant que telle. Mais maintenant, là où je comprends les députés de l'opposition, c'est que ça risque, si vous voulez, c'est un risque avéré. Nous connaissons tous le fonctionnement de nos États en Afrique. Et je suis d'accord sur ce risque avéré. Et sur ce risque avéré, il y a des instruments. D'abord, ce sont des parlementaires. Et ces parlementaires-là peuvent mettre en place, en tout cas, parce que ce n'est que 38 projets, c'est pas... Ces amendements-là, je suis d'accord avec vous. Ce n'est que 38 projets, ce sont des parlementaires, ce sont des élus du peuple. Ça n'a pas suffi à rassurer l'opposition, c'est-à-dire que ce projet a des failles. Mais parce que... Non. Parce que l'opposition est en train de rentrer dans un dialogue de sourds simplement pour décrier le pouvoir en place. Et après, je suis du parti au pouvoir, je ne suis pas là pour faire un peu de propagande ou en fait de la démagogie, mais je trouve quand même qu'il faut une opposition claire et un parti au pouvoir clair. En tout cas, l'opposition était claire. Il faudrait maintenant avoir un dialogue clair. Oui, mais il ne faut pas fuir le débat. Et c'est ça le problème en fait, parce que la politique de la chaise vide n'a jamais rien apporté. C'est comme si aujourd'hui, en fait, ils ont envie que le pouvoir se plante, ils vont dire, ben, en fait, ils se sont plantés. Mais quand ils se plantent, c'est pour le Burkina entier, c'est pour des générations à venir. Donc moi, je trouve quelque part que c'est une mauvaise posture. Et cette posture-là, il faudrait quand même que l'opposition africaine puisse en prendre compte pour pouvoir trouver des canaux et des cadres légaux de débat. Alors, nous allons marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom.